Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur la chaîne Twitch de Science et Avenir, la recherche. Science et Avenir, c'est un média multiple avec un mensuel dont le dernier numéro explore la solution hydrogène dans cette transition énergétique et danse avec les trous noirs. Un hors-série sur ce sacré sapiens qui a conquis la planète et qui s'interroge aujourd'hui sur sa capacité d'innovation comme sa capacité de destruction. Un MOOC, la recherche, qui aujourd'hui se consacre aux origines de la vie, aux gènes de l'instinct parental, ou alors à l'astro-linguistique, c'est-à-dire comment communiquer avec les aliens. Science et Avenir, c'est aussi un site internet qui tous les jours publie une dizaine d'articles sur l'actualité essentielle des sciences, des articles qui peuvent être concernants mais aussi divertissants. C'est un site La Recherche qui laisse plus volontiers la parole aux chercheurs, comme ce mathématicien qui a travaillé récemment sur l'explosion du mot islamo-gauchisme sur les réseaux sociaux suite au débat politique. C'est une communauté de 2 millions de fans sur Facebook que je salue. C'est 140 000 followers sur Instagram, auxquels on donne de très belles photos de science très régulièrement. C'est un compte Twitter. C'est aussi des podcasts que l'on fait avec le journal 20 minutes. Alors, le dernier est consacré aux arbres les plus dangereux au monde, dont un arbre scorpion dont le venin, figurez-vous, imite celui des scorpions et des araignées. Et puis, ce sont aussi des chroniqueuses qui travaillent sur C'est Jamy sur France 3. Donc, comme vous le voyez, on a pas mal de cordes à notre arc et nous commençons, en fait, nous sommes tout nouveaux sur Twitch. C'est notre 7e direct seulement. Et après vous avoir parlé de vaudou, de matière noire, d'araignées ou d'histoire de l'algèbre, nous abordons aujourd'hui le thème des femmes et sciences. Mon nom est Rachel Mulot, je suis chef de service enquête à Science et Avenir, la recherche. Je travaille plus particulièrement sur les questions d'environnement, d'évolution, de sexualité et de sexe. Et justement, eh bien, oyez bien ce message. La femme, là. Excellent lapsus. La science a besoin de femmes pour innover. Il y a très peu de femmes en sciences, 33% seulement, et la qualité, l'innovation de la recherche s'en ressentirait. Comment peut-on expliquer cette disparité? Comment peut-on y remédier? Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, Flora Vincent, qui est spécialiste en microbiologie marine, qui est en direct de l'Institut Weizmann en Israël. Bonjour Flora. Bonjour. Alors, quand elle ne compte pas le plancton, ou plutôt qu'elle n'évalue pas la biodiversité des micro-organismes marins à bord du navire d'expédition Tara, Flora Vincent s'intéresse à un sujet crucial qui est la place des femmes en sciences. Elle est la co-auteure de L'intelligence artificielle pas sans elle, qui a été publiée en 2019 aux éditions Belin. Et elle est la cofondatrice de Wax Science, une association qui lutte contre les stéréotypes. Flora, pourquoi avoir créé Wax Science et à qui s'adresse cette association? Déjà, du coup, bonjour. Merci de me recevoir dans ce Twitch qui est aussi une première pour moi. Et puis, du coup, bonjour à toutes les personnes qui sont en train de me regarder en live. Donc, Wax Science, c'est une association que j'ai créée en 2013 avec Aude Bernheim, qui était à l'époque dans le même master que moi. Et on a vraiment développé cette association dans le but de vraiment de partager les sciences comme nous, on les voyait, à savoir comme quelque chose de très créatif, de très stimulant, en fait assez beau aussi. Donc, c'était vraiment d'essayer de montrer les facettes de la science comme on ne les voit pas forcément dans ces manuels scolaires. L'idée, c'était qu'on était tous à l'époque encore étudiants, donc c'était vraiment une association qui avait été faite et construite par des étudiants pour des étudiants.
Et on a essayé de le faire en développant des outils qu'on a voulu le plus, on va dire, décalé et ludique possible, à savoir des expos, beaucoup d'articles qui essaient vraiment de montrer comment la science était diverse. Et le but, c'était, voilà, d'une part, de vraiment montrer un visage des sciences qui est un visage, on va dire, plutôt beau et créatif, et en même temps de travailler notamment sur la question des stéréotypes, justement pour casser l'image qu'on peut avoir des sciences et des scientifiques. Parfois, on a l'impression que les scientifiques, c'est tous plutôt devant leur tour d'ivoire, qui font leur recherche dans leur coin, et nous, on avait un peu envie de montrer que ce n'était pas tout à fait le cas, qu'il y a beaucoup de profils différents pour arriver à devenir scientifique. On n'est pas tous obligés de faire 10 ans d'études, on peut être scientifique après 2 ans d'études, on peut travailler dans plein de domaines différents. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire sortir la science des bouquins scolaires et de montrer la diversité des profils et des choses qu'on peut faire, et que la science est partout aussi, surtout, et qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Donc c'était vraiment rendre la science accessible à tous et à toutes. D'ailleurs, vous avez fait des kits égalité, notamment. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y avait plusieurs branches. Hein. D'une part, on avait le site Internet qui s'adressait plutôt, on va dire, aux jeunes entre 15 et 25 ans. Et en parallèle, on a aussi développé ce qu'on appelle des kits d'action, dont le but était justement de rendre plutôt à des animateurs, voilà exactement ce que vous voyez là en ce moment, de fournir du matériel à des profs ou même à des étudiants pour mieux comprendre ce que c'était qu'un peu la science. Donc ici, par exemple, c'est un kit qui s'appelle les Découvreuses Anonymes. Alors, par contre, j'entends un gros bruit de fond. C'est pas grave. Là, le but de ce kit, c'était vraiment en fait, de rendre les femmes scientifiques invisibles visibles. En fait, il y a plein de femmes dans les sciences qui ont accompli des découvertes absolument incroyables. Et en fait, par tout un tas de mécanismes différents, donc on reviendra dessus, en fait, on se rend compte qu'elles sont invisibilisées. Et le but de ce kit, c'était de rendre les femmes scientifiques visibles. C'est pour ça qu'on les appelait les découvreuses anonymes. Donc, ça peut être les femmes derrière la découverte du sida, derrière la création du Kevlar, les premières personnes qui ont codé des programmes informatiques. Et donc, ce kit, il s'organise autour de vrais contenus où on essaye d'expliquer, pas beaucoup de femmes en sciences aujourd'hui, mais aussi des expos, des ateliers. On était beaucoup par le jeu aussi. On se disait que c'était un moyen important de faire passer des messages, que de faire jouer les gens. Donc, on a créé toute une série de jeux pour expliquer aux gens ce que c'était que l'absence des femmes dans les sciences. On a fait pareil avec le sida. Donc, voilà, essayer de faire quelque chose de très, très ludique pour que les gens puissent s'identifier. C'est vrai que quand les femmes participent aux sciences, il arrive très souvent qu'elles soient invisibilisées. C'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Vous pouvez nous en dire un mot ? L'effet Mathilda, c'est vraiment cette idée d'invisibilisation de la contribution des femmes dans la science, quoi. Donc, c'est vraiment cette idée que on masque en fait leur contribution. Et il y a un tas d'exemples qui existent. Par exemple, on a Eunice Foot, qui est une femme impressionnante qui a en fait été la première à observer l'effet de serre. Et donc, par exemple, on n'entend jamais parler de Eunice Foot, alors que l'effet de serre, on en entend parler tout le temps. Et ça, c'est typiquement un effet Mathilda. On a vraiment masqué son apport à la découverte scientifique. Et pareil avec, par exemple, Marthe Gauthier, qui a été vraiment à l'origine de la compréhension de la trisomie 21, ou encore Rosalind Franklin, qui a vraiment contribué à la découverte de l'ADN, et pourtant, elle n'a jamais eu le prix Nobel pour ça. Donc, l'effet Mathilda, c'est vraiment cette invisibilisation, quoi. Alors, je vois, on n'a pas encore abordé les chiffres, 33% seulement de femmes en sciences, 28% de diplômées en ingénierie, 40% en informatique. Mais là, je vois un message de... Flûte, il a disparu. Valentin, il y avait un message de quelqu'un qui était en classe de chimie qui disait « Nous sommes 5 hommes pour 15 femmes, vos propos sont à nuancer. » Tout à fait. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord, et Appendice Manquant a tout à fait raison. Évidemment que là, on tire un peu des portraits à l'emporte-pièce. C'est vrai que ça dépend vachement des domaines. Par exemple, moi, je suis scientifique plutôt dans le domaine de la biologie, et c'est vrai que, en tout cas à mon niveau, à savoir au niveau master, doctorat, même post-doctorat, donc on est assez également représenté. C'est vrai que la chimie, c'est aussi un domaine qui est assez féminisé, donc ça, je suis assez d'accord. Il y a une disparité en fonction des disciplines. Donc la biologie, clairement, il y a un peu plus de femmes que dans des domaines comme, on va dire, les mathématiques et la physique. Par contre, ce qui est vrai partout, c'est que plus vous allez monter dans les échelons hiérarchiques, et moins il y aura de femmes. C'est ce qu'on appelle un peu le leaky pipeline en anglais.
Donc, c'est vraiment cette idée qu'au fur et à mesure qu'on monte dans les échelons hiérarchiques, il va y avoir de moins en moins de femmes et on n'est plus du tout représentatif à la fin du vivier de base. Donc, tout à fait vrai au niveau master, même doctorat, la représentation est relativement équilibrée dans certaines filières. Mais par exemple, dans mon domaine où il va y avoir 50% de femmes en biologie en master, par contre, combien de femmes aujourd'hui sont directrices des recherches de labo? Clairement pas 50%. Donc, il y a cette invisibilisation, cette perte au niveau de la carrière, quoi. Le dernier rapport de l'UNESCO disait qu'on arrivait presque à la parité en termes de doctorat, qu'on était à 45% de femmes. Mais ce qu'il met en avant aussi, c'est que finalement, quand il s'agit de s'engager dans les domaines de l'ingénierie, des mathématiques, des technologies de l'information et de la communication, je relis mes notes, il n'y a que seulement 3% des étudiantes qui s'engagent dans des voies. On dirait qu'elles font peur, qu'elles en sont dissuadées. Ok, en fait, ça c'est intéressant parce que je pense, en tout cas pour moi, ce qui est déjà important de souligner à la base, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été de tels chiffres. Historiquement, notamment aux États-Unis, il y avait dans les années 80 plus de 35% de femmes dans les domaines en gros des sciences de l'ordinateur, des sciences du numérique. Donc elles étaient là. Et à partir des années 80, on voit un sorte de décrochage où la proportion des femmes décroît dans le temps. Et ça, on l'attribue à un tas de choses. Et une des choses les plus importantes, c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'on a des gros stéréotypes qui commencent à apparaître sur la science. Et que, notamment dans tout ce qui était domaine de l'informatique, d'un coup, ça devenait un truc de geek. Et cette image de geek, elle a vraiment commencé dans les années 80. Et c'est justement à partir de là qu'on voit que les femmes commencent à s'éloigner de ces thématiques-là. Donc, ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Donc, ces chiffres, ils sont pas entre guillemets, définitifs. C'est vraiment des chiffres qui ont évolué, mais encore une fois, en 1980, il y avait 35% de femmes qui étaient dans ces sciences de l'informatique. Donc c'est pas quelque chose de biologique et je vois pas mal de commentaires là-dessus sur le côté de peut-être qu'elles ont juste pas envie d'aller dans ces domaines-là. Voilà. Est-ce que il y a un message? Pardon, il est passé trop vite. Est-ce que il est possible que les hommes et les femmes ne soient pas intéressés par les mêmes domaines, par exemple? Cette justification biologique, en gros, et c'est une question valide que moi je me suis posée au début quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Peut-être qu'en fait les femmes n'ont pas du tout envie de faire des sciences et que les hommes n'ont pas envie de faire, de devenir infirmier et que c'est comme ça, c'est naturel. Et en fait, il n'y a pas vraiment de cause biologique parce que ça, déjà, c'est quelque chose qui s'observe plutôt dans les sociétés type l'Europe ou les États-Unis. Mais par contre, en Russie, il y a la moitié des ingénieurs qui sont des femmes. Donc, si c'était vraiment quelque chose de biologique, on le verrait partout. On le verrait en Inde, on le verrait en Russie, on le verrait en Europe. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a certains pays dans lesquels les femmes sont tout à fait présentes dans les domaines scientifiques, ce qui montre bien qu'elles sont compétentes. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de biologique, mais c'est plus quelque chose de l'ordre on va dire, de l'influence sociale et donc des stéréotypes qui nous font penser dès le plus jeune âge qu'en fait, les femmes seraient peut-être moins faites pour faire des sciences. Et ça, c'est complètement une construction sociale, quoi. C'est pas vraiment quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose de biologique. C'est vraiment quelque chose qui est une construction sociale et qui n'a aucune base scientifique, on va dire. Voilà, il y a un travail aussi, donc pour répondre excusez-moi, il faudrait vraiment que j'ai davantage de lunettes, sur le message sur le fait que les hommes et les femmes ne soient pas forcément intéressés par les mêmes disciplines. Il y a un travail de la chaire Paris-Dauphine en économie qui s'est intéressé en fait aux stéréotypes auxquels étaient soumis les femmes dans les pays développés. Et en fait, c'est pas des stéréotypes verticales où on va leur dire reste à la cuisine, mais il y a dans leur entourage des pressions qui sont assez importantes et qui leur suggèrent, même quand elles sont excellentes en maths, en physique, en chimie, etc., que finalement, elles seraient mieux dans les domaines littéraires. Et elles cèdent quelque part à cette injonction. Donc, est-ce qu'on pourrait en conclure que finalement, beaucoup de filles en partant vers les études littéraires se privent de carrière scientifique, mais que finalement la science est privée d'une grande partie de ses cerveaux? En fait, ce qui est rigolo, c'est que ce dont on ne se rend pas compte, d'ailleurs, l'étude à laquelle vous faites référence, c'est ce qu'on appelle un peu le paradoxe de l'égalité, où on n'arrive pas trop à expliquer que dans nos sociétés comme la France ou les États-Unis, qui sont censées être des sociétés, on va dire, plus égalitaires, parce que dans le droit, les hommes et les femmes ont quand même plus d'égalité,
mais paradoxalement, on voit moins de femmes dans les sciences. Et ça, c'est quand même assez contre-intuitif parce que nous, on a tendance à se dire, ah bah ouais, clairement, en France, aux États-Unis, c'est des pays hyper égalitaires, on devrait avoir la parité. Et alors qu'on observe plus la parité dans des endroits comme la Russie. Donc ce paradoxe de l'égalité, il est hyper intéressant. Et moi, je l'ai vu un peu à titre personnel. Par exemple, donc moi, ma mère est japonaise, donc la moitié voilà, culturellement, je connais un peu le Japon, et c'est un pays dans lequel le sexisme et on va dire, les choix d'orientation sont extrêmement biaisés. Et j'étais partie en Chine avec Aude, où on devait encadrer un master, et je m'étais dit, bon, je connais pas très bien la Chine, mais sûrement, il doit y avoir un côté un peu similaire avec le Japon, qui est quand même un pays très sexiste, et je m'étais vraiment attendue à devoir rebooster les jeunes étudiantes et les mettre en confiance. Et en fait, j'étais hyper étonnée, parce que les filles là-bas qui étaient en master avaient un niveau de confiance en elles qui était énorme. Elles étaient hyper confidentes, elles étaient pas confidentes, c'est pas le mot, mais elles étaient très voilà, proactives. Et en fait, on en a déduit que la politique de l'enfant unique en Chine avait contribué à faire aussi de ces femmes, quand elles étaient les seuls enfants de leur famille, des personnes qui allaient sans aucun problème se diriger vers les sciences, sans aucun problème prendre la parole, sans aucun problème se mettre en avant. Et donc, ça montrait à quel point on avait aussi peut-être un biais, nous, en tant qu'Européens, à regarder un peu notre propre nombril, mais en fait, c'est pas du tout comme ça partout. Et par exemple, moi, j'ai travaillé pendant 3 ans avec une bioinformaticienne indienne qui me disait que chez elle, la bioinformatique, c'est un truc où il y a plein de femmes qui s'engagent dans ce domaine-là, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Donc, nous, des fois, je pense qu'on a tendance à être un peu aveugle sur ce qui se passe ailleurs et puis aussi d'être, nous, complètement soumis à ce genre de stéréotypes. Il y avait un message là qui disait récemment que dans sa promo, il y avait d'ingénieurs, il y avait très peu de femmes. Je cite encore le dernier rapport de l'UNESCO, il y a des pays qui sont des pays d'ailleurs très traditionnels, dans lesquels il y a un beaucoup plus grand nombre d'ingénieurs qu'en France et qu'en Europe. Donc, je pensais à des pays du Moyen-Orient, et c'est même assez frappant. Donc, il y a aussi la culture du pays joue énormément. Je voudrais revenir, en fait, la question, c'est celle de cette disparité. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est intéressant d'aller chercher des cerveaux féminins dont la science serait privée. Je reprends le message de Unnem 750. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument de la parité partout. Allez-vous forcer les femmes à aller dans ces domaines? Donc, comment on va les forcer? Non, il n'y a aucune raison de forcer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, en fait, imaginez que vous ayez un problème à résoudre et que on demande à différentes personnes d'analyser ce problème et d'y apporter une solution. Je pense que c'est assez facile d'imaginer que si vous prenez que des personnes qui ont fait le même parcours, qui viennent du même endroit, qui ont fait les mêmes études, qui ont côtoyé les mêmes gens, ils vont tous regarder le problème de la même façon et ils vont globalement tous apporter la solution qui leur vient le plus rapidement à l'esprit. Donc, il ne va pas y avoir beaucoup de diversité dans le type on va dire, dans le type de solution qui va être proposée pour ce problème. Dès lors que vous mettez un peu de diversité dans une équipe, et c'est pas seulement obligé d'être une diversité homme-femme, je parle aussi de diversité de parcours, de diversité d'origine sociale, de diversité d'origine même géographique. En fait, dès lors que vous apportez des points de vue différents, des angles d'attaque différents sur un problème, c'est là que vous êtes le plus capable d'apporter une solution qui va être la plus complète possible. Et pour le moment, sur beaucoup de thématiques, que ce soit designer des produits, établir des protocoles de recherche, en fait, majoritairement, ça a été un regard on va dire, plutôt d'homme occidental, entre guillemets. Et donc, on a eu une façon de gérer la science qui a été faite sous un angle quand même assez homogène. Et donc, tout l'intérêt de diversifier ça, et encore une fois, je ne parle pas que de femmes, je parle de diversifier en général, c'est de s'assurer qu'on va vraiment regarder ces problématiques-là de la façon la plus complète possible. Aussi, je pense que ce qui est important, et c'est un peu de la logique, il faut se dire que quand on prend pas, donc les femmes, c'est quand même la moitié de la population mondiale. Donc, globalement, quand on fait de la science avec 70% d'hommes, on est en train de se priver de cerveau. Il y a autant de femmes brillantes que d'hommes brillants en sciences. Et en fait, quand on loupe un peu, quand on manque ces femmes-là, résultat, on est aussi en train de perdre ces cerveaux qui auraient énormément à apporter. Et on sait aujourd'hui que plus il y a de diversité dans des équipes,
mieux sera la recherche. Plus le résultat de la recherche sera bon, en fait. Alors, je suis un peu à la traîne là, parce que j'ai pas l'habitude en fait de lire les messages en même temps, mais je notais le message de You qui disait l'Algérie est un des pays avec le taux de femmes ingénieurs le plus élevé au monde, qui venait conforter notre propos. Deux messages aussi qui disent mais quand on est une femme et qu'on a des bons résultats, est-ce qu'on est discriminé, qui rejoint un autre message de pour Royal, c'est ça, je sors d'école d'ingénieur généraliste et sciences industrielles, moins de 30% de femmes. Au quotidien, c'est moins crédible que les hommes. Exemple, pour une question de cours banal, on va double-checker ma réponse. Ouais, ça c'est hyper intéressant, ce témoignage-là, parce que ça montre que, en tout cas aujourd'hui en France, on est très loin du sexisme à l'ancienne, on va dire, surtout depuis MeToo. Il faut quand même avouer que la parole, on va dire que la parole est un peu plus contrainte. Mais ce que ce témoignage-là montre, on entend les feuilles, pardon. Ce que ce témoignage-là montre, c'est que en fait, c'est beaucoup plus insidieux que ça maintenant. Les stéréotypes qui, justement, comme ça, de double-checker, de remettre en question la parole, de préférer donner la responsabilité à quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus, on va dire, en sous-main, c'est beaucoup plus difficile de le mesurer et de le voir que comparé à avant, on dit, ah ouais, non, les femmes, elles doivent tout aller à la cuisine. Aujourd'hui, on entend moins ça. Alors, je l'ai quand même lu plusieurs fois dans le chat, donc je pense qu'il faudra peut-être qu'on en parle au bout d'un moment. Mais globalement, c'est plus trop ce qu'on entend aujourd'hui. Et dans le milieu professionnel, ça va être des choses beaucoup plus subtiles comme ça. Beaucoup plus en sous-main qui vont être difficiles à détecter. Ouais. C'est plus insidieux en fait, moins décelable, mais ça peut être tout aussi décourageant. Alors justement, vous plaidez par exemple pour que l'intelligence artificielle ne se fasse pas sans elle. Il n'y a que 22% de femmes parmi les professionnels en intelligence artificielle. Et ce que vous avez pu montrer dans un livre, dites-moi si je me trompe, qui était dédié aux 15-25 ans, 15-18 ans peut-être, c'est que les algorithmes sont conçus 88% par des hommes blancs et que ça produit des biais. Est-ce que vous pouvez nous parler des biais que vous avez constatés et qui aussi sont consécutifs à l'absence de femmes, mais aussi à l'absence de diversité? Oui, tout à fait. Alors le livre, il ne s'adresse pas particulièrement aux 15-25 ans, on peut clairement le lire quand on a 15 ans. Mais ça se lit, voilà, ma grand-mère l'a lu, donc ça veut dire que c'est lisible jusqu'à assez tard dans la vie, donc voilà, à partir de 15 ans. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est on a beaucoup parlé de stéréotypes, de préjugés, etc. Quand on parle, quand vous faites référence au livre, en fait, Aude Bernheim et moi, ce qu'on a cherché à faire, c'était vraiment de décortiquer les algorithmes et de se demander, en fait, si ces algorithmes, ils étaient vraiment aussi neutres que ce qu'on pensait. Comme c'est des machines, pour replacer dans le contexte, qu'est-ce qu'on appelle une intelligence artificielle? Je pense qu'il faudrait peut-être commencer par là. Un algorithme, pour nous, ou l'intelligence artificielle en général, c'est vraiment cette idée de créer des machines, des objets, plutôt des machines qui vont être capables d'analyser leur environnement et de prendre des décisions. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est utiliser Google Maps ou utiliser l'application Waze pour trouver la meilleure trajectoire d'un point A à un point B. On demande à notre téléphone d'analyser son environnement, de prendre une décision. Ça peut être les prochaines recommandations sur Netflix, ça peut être créer une œuvre d'art. Donc, tout ça, ça rentre dans le champ de l'intelligence artificielle. Et a priori, on pourrait se dire, c'est très neutre, pas de problème, il n'y a aucun biais. Et en fait, il y a eu beaucoup d'exemples qui ont commencé à apparaître, qui montraient que peut-être qu'en fait, ces algorithmes étaient un peu plus biaisés que ce qu'on pensait, et ils étaient en particulier sexistes et racistes. Et donc, pour donner un exemple d'un algorithme qui en gros, c'est pas tant que l'algorithme est sexiste, mais c'est qu'il produit un résultat qui était pas forcément très égalitaire. C'est une étudiante du MIT qui s'appelle Joy Bolamwini, et donc son objectif pendant son master, c'était de travailler sur des algorithmes de reconnaissance faciale. Donc, en gros, des algorithmes qui analysent le visage et qui ensuite prédisent si vous êtes un homme, une femme, un noir, un blanc, etc. Et donc, elle a utilisé cet algorithme-là sur son visage. Elle était une jeune femme noire et elle s'est rapidement rendue compte que l'algorithme ne marchait pas du tout sur elle. Par contre, quand elle l'a essayé sur ses collègues masculins blancs, elle s'est rendue compte que l'algorithme était super pour reconnaître ses copains blancs. Et elle s'est dit, en fait, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Pourquoi est-ce que l'algorithme ne marche pas sur moi et il ne marche pas sur les autres? Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a eu un autre exemple c'était un ingénieur de chez Google
qui avait une photo dans son portable de lui et de son ami, et son ami a été annoté comme un gorille. Elle a été annotée comme un gorille, ce qui est quand même hyper discriminant, quoi, parce que Google peut proposer, vous savez, des fois Google Photos vous propose des annotations sur vos images, et donc là Google Photos a confondu une personne noire avec un gorille, ce qui est quand même vraiment scandaleux. Et donc là, du coup, quelque chose d'hyper discriminant. Donc, on ne dit pas que l'algorithme en tant que tel est sexiste, mais il reproduit des préjugés sexistes. Et ce qu'on essaye de faire dans le livre, c'est vraiment de décortiquer toutes les étapes scientifiques, techniques, de comment est-ce qu'on en arrive à là, en fait. Alors, je note donc que c'est Atopal. Je pense qu'en effet, l'aspect on se prive de personnes compétentes en écartant les femmes dans les sciences est une piste intéressante pour convaincre davantage que des injonctions à respecter des quotas dans les recrutements. Alors, je pense que tous les arguments sont valides et qui dépendent des endroits dans lesquels on les applique. Et je suis tout à fait d'accord que pour certaines personnes, l'argument qui compte, c'est on se prive de personnes compétentes. Mais pour d'autres personnes, l'argument qui compte, c'est une question de justice aussi. On a le droit d'estimer que dans un monde égal, les femmes et les hommes aient autant accès à certaines professions. Donc par exemple, pour Atopal, ce qui est important, c'est qu'on se prive de compétences, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être qu'on se prive de justice, que c'est inégal. Pour d'autres personnes, ça va être une question de performance. Par exemple, il y avait des rapports qui montraient que pendant la crise financière, les entreprises qui ont le mieux résisté étaient celles qui avaient un taux de féminisation élevé dans les comités exécutifs ou directeurs, je ne sais plus. Donc en fait, ça va dépendre un peu de à qui on va dire à qui on s'adresse. Et pour la question des quotas, c'est un peu un éternel débat. Et je vais avouer qu'au début, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions-là, on va dire il y a une petite dizaine d'années, j'étais plutôt contre les quotas parce que je pensais que voilà, si une femme était promue, il fallait qu'elle le soit parce qu'elle était intrinsèquement forte et compétente, et que ça servait à rien de mettre des quotas, et que ça rendait les choses encore plus horribles parce que du coup, les hommes avaient tendance à réagir très fortement contre ça. Et honnêtement, après avoir bossé là-dessus pendant 10 ans, je me rends compte qu'en fait, c'est un des seuls moyens pour y arriver dans certains domaines. Et par exemple, c'est ce qui a été fait en politique, et c'était le seul moyen en fait d'imposer des quotas en politique pour féminiser ces secteurs-là. Et là, c'est un peu pareil. En fait, si on demandait que le temps fasse son travail, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement plus de femmes dans les sciences qu'il y a 10 ans, mais si on attendait que le temps fasse son travail, il faudrait qu'on attende 200 ans avant d'atteindre la parité, et on n'a pas le temps d'attendre 200 ans pour atteindre la parité. Il faut y arriver bien avant, parce que c'est comme ça qu'on arriverait à faire une meilleure science. Là, il y a STD qui dit oui, donc c'est plus l'égalité que la méritocratie, rejoint par Boulon 34. Adieu la méritocratie. Alors en fait, ce que je trouve intéressant, et ça, c'est comment qui définit, qui décide qui est méritant, en fait. Quand on dit adieu la méritocratie, ça sous-entend que on est capable d'avoir des gens indépendants qui peuvent dire ah bah oui, cette personne-là elle mérite et cette personne-là elle mérite pas. Et ça, dans un monde parfait, je serais tout à fait pour ça. Dans un monde parfait, les gens qui méritent, ils méritent, point barre. Le problème, c'est qu'on vit pas dans un monde parfait. Et que quand, par exemple, vous avez un jury qui doit évaluer une candidature pour un poste, en fait, ils vont pas forcément prendre la personne la plus méritante. Il faut arrêter de penser que les gens qui sont dans des jurys, les gens qui nous évaluent ou les gens qui nous recrutent sont complètement impartiaux et qui n'ont pas de stéréotypes. Ils sont bourrés de stéréotypes. On est tous bourrés de stéréotypes. Les stéréotypes, on est avec ça. C'est vraiment des impressions fortes. C'est des choses qui nous permettent d'évoluer. Enfin, c'est normal. Tout le monde en a. Et c'est pas un drame. L'important, c'est d'en être conscient. Le problème, quand on n'est pas conscient de ces stéréotypes, c'est que on n'est pas forcément en train d'évaluer de façon la plus, on va dire, objective possible. Donc la méritocratie, moi, je suis 100% pour, entre guillemets, mais le problème, c'est qu'on vit dans un système dans lequel on n'arrive pas à évaluer ça de façon objective, parce que les gens qui évaluent la méritocratie ne sont pas objectifs, parce qu'on est tous remplis de biais, et un des biais, c'est par exemple que les femmes seraient peut-être moins capables de faire des sciences. Je reviens sur la question de l'intelligence artificielle, qui était aussi quand même vraiment un de vos sujets de prédilection. C'est Grabitch qui dit pour ce qui est de l'algorithme biaisé, le vrai problème ne se situe pas dans les créateurs du code, mais au niveau des données utilisées. Lorsqu'on entraîne son algorithme à 90% sur des photos d'hommes blancs, il ne va pas être pertinent.
Alors, tout à fait. En fait, il y a plusieurs étapes. On appelle ça un peu la contagion sexiste. On essaye vraiment de comprendre à chaque étape de construction de l'algorithme comment est-ce que les biais, comment est-ce que justement on en arrive à cet algorithme qui est un peu biaisé. Donc Grabish a tout à fait raison. Par exemple, dans le cas de Joy Bolamwini dont je parlais, l'algorithme de reconnaissance faciale avait été entraîné sur des données qui étaient majoritairement composées d'hommes blancs, ce qui expliquait pourquoi derrière l'algorithme était bien plus performant pour reconnaître des visages d'hommes blancs que des visages de femmes noires. Mais ça, c'est déjà presque après la première étape, parce que la première étape, quand on définit un algorithme, c'est vraiment de décider quelles vont être les différentes étapes de cet algorithme. Et je prends souvent un exemple assez simple qui est, imaginons qu'il y a un directeur de master qui se tourne vers son développeur et qui lui dit « j'ai envie que tu me développes un algorithme pour détecter le meilleur élève dans une cohorte », ce qui se passe d'ailleurs déjà aujourd'hui avec les logiciels pour détecter, on va dire, quel est le meilleur élève. Sauf que quel est le meilleur élève, ça peut se traduire de beaucoup de façons différentes. Le meilleur élève, ça peut être celui ou celle qui a la meilleure note à la fin de l'année, ça peut être celui ou celle qui a la meilleure progression sur l'année, ça peut être celui ou celle qui a la meilleure participation. Donc en fait, quand on définit l'objectif d'un algorithme, on se rend compte que comment on va traduire ça dans une séquence de phénomènes va être assez subjectif au final. Et pour le moment, cette subjectivité, elle est laissée entre les mains du codeur. Et ça, il ne faut pas enlever la responsabilité des créateurs du code, mais au même titre qu'il ne faut pas enlever la responsabilité de ceux qui demandent ce code, mais ne serait-ce que dans la formulation de l'objectif, mais surtout la séquence d'événements avec lesquels on va aboutir à ce résultat-là, sont aussi vachement source de biais. Donc ça, par exemple, c'est vraiment comment est-ce qu'on formule la question, mais aussi évidemment quel type de jeu de données on utilise pour entraîner la base de données, mais il y a aussi comment est-ce qu'on évalue l'algorithme. Qui va aussi énormément jouer. Et là, il y a un tas d'exemples qui montrent que, en fait, la définition de ce que c'est qu'un algorithme équitable, elle n'est pas du tout évidente et que ça fait l'objet de pas mal de recherches et qu'en fait, il y a beaucoup plus de subjectivité dans le développement d'un algorithme que ce qu'on peut penser. C'est pas aussi neutre et objectif que ce qu'on peut le croire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'industrie des GAFAM, l'industrie qui travaille avec l'intelligence artificielle, a été très vite alertée, a vite réagi, ce qui est une source d'optimisme. Mais je viens sur une question intéressante là de Twef89, si je me trompe pas. Si nos comportements sont biaisés, des actions interventionnistes ne risquent-elles pas de créer d'autres problèmes de représentativité ? C'est-à-dire, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Si nos comportements sont biaisés, justement, est-ce que si on intervient justement pour corriger en fait les logiciels, est-ce qu'on risque pas de créer d'autres problèmes de représentativité? Alors, donc ça, c'est une bonne... ok, maintenant c'est bon, j'ai compris. Donc, par exemple, une des choses qu'on essaye de promouvoir dans le livre, c'est de dire, ok, on fait le constat que l'intelligence artificielle est biaisée, mais c'est aussi un superbe outil pour pouvoir changer la donne. J'imagine que c'est ça que Twif appelle des actions interventionnistes, où l'idée, par exemple, ce serait d'obliger un logiciel de recrutement de me proposer systématiquement autant de CV féminins que de CV masculins. Ça, par exemple, ce serait une action interventionniste. Et dans ce cas-là, on crée un problème de représentativité qui est qu'en fait, on recrute plus de femmes que ce qu'il y a, on va dire, dans le vivier de base. Je pense que c'est peut-être ça la question, je suis pas sûre, mais je me dis que des fois, en fait, il faut exagérer la représentativité des femmes dans certains domaines pour en attirer encore plus. Donc moi, par exemple, ça me pose pas de problème de me dire, voilà, cette année-là, il y a 30% de femmes qui postulent pour ce poste-là, je vais en prendre plus que 30%. Je pense qu'il faut, j'appellerais pas ça tant un problème de représentativité qu'une façon de juste compenser pour tous les mécanismes inconscients qui font que, en tout cas dans le cas des femmes, mais aussi d'autres inégalités, vont être moins représentées. En fait, les actions interventionnistes, c'est juste un moyen on va dire, de compenser pour tous les mécanismes qui font que ça va être toujours plus dur au cours de la carrière pour une femme. Par exemple, on sait que à CV égal et compétences égales, les femmes restent moins payées, on pense qu'elles ont moins de potentiel, on a moins envie de les recruter, alors qu'elles ont les mêmes compétences et qu'elles ont le même CV. Donc, ça veut dire que, de base, dans la société, il y a un biais. Il y a un biais qui fait que pour des individus égaux, il n'y a pas un potentiel qui leur est attribué qui est égal. Donc, l'idée de faire des interventions, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, c'est de casser ce biais, en fait. Et donc, le biais, il vient presque rétablir la réalité plus que la déformer. Alors, je voulais reprendre une intervention de
Lucie Maudu, 59 ans. Je ne suis pas d'accord avec votre départ. Je suis ingénieure en recherche d'emploi. 90% des personnes que je rencontre pour faire des entretiens d'embauche sont des femmes. S'il n'y a pas suffisamment de femmes dans les entreprises de haut niveau, c'est peut-être parce qu'elles elles-mêmes n'en recrutent pas suffisamment. C'est parce que les entreprises elles-mêmes n'en recrutent pas suffisamment? Ou parce que les femmes qui ont le moyen d'employer d'autres femmes elles-mêmes n'en recrutent pas suffisamment? C'est ça qui est là d'être suggéré? Oui, alors ça aussi, c'est un point assez intéressant et qui est tout à fait vrai. Il y a une étude hyper intéressante qui a été publiée et qui montre... Donc, l'idée de l'étude, c'était d'envoyer 150 CV strictement identiques à plein d'universités différentes. Et la seule différence entre les deux CV, c'est que la moitié des CV étaient des CV dont la personne s'appelait John et l'autre moitié s'appelait Jennifer. Et donc, à chaque laboratoire qui a reçu ces CV, on leur a demandé s'ils étaient prêts à engager cette personne et combien ils seraient prêts à la payer. Et donc, ce que cette étude-là montré, c'était que, en moyenne, les femmes avaient moins de chances d'être embauchées et étaient payées moins cher et on leur donnait moins de potentiel, alors que les CV étaient strictement identiques. Hein. Donc ça, c'est le meilleur cas de figure qu'on puisse imaginer. Mais ce que l'étude montrait en plus, c'est que les femmes avaient tendance à créer encore plus de différences entre les hommes et les femmes à CV identiques. Donc, parfois, il y a un peu ce côté de moi, en tant que femme, j'en ai bavé pour en arriver où j'en suis. Voilà. Et donc, il faut que les autres en bavent autant. Moi, j'appelle ça les femmes dragons. Mais c'est complètement une invention de ma part. Hein, ça n'existe pas du tout. C'est pas du tout homologué. Mais j'en connais quelques-unes qui sont un peu dans cette idée de non, moi, j'en ai bavé pour en arriver jusque-là et il faut que les autres en bavent pareil. Ce qui est hyper rassurant, c'est que y en a de moins en moins et qu'il y a quand même de plus en plus de bienveillance aussi. Et donc ça, c'est quand même globalement un peu en train d'évoluer, même si je suis tout à fait d'accord et je suis tout à fait d'accord que ça reste présent. Oui, toutes les femmes ne se font pas la courte échelle, loin de là. Oui, tout à fait. Alors, je vois un message là, les GAFAM, sur les GAFAM de Grabitsch, vite avant qu'ils ne disparaissent. Les GAFAM ont été vite informés. Certes, mais Google a licencié ces 3 derniers mois ces 2 directrices du département d'IA éthique, car elles commençaient à dénoncer l'absence d'audit au niveau des données utilisées pour utiliser. Alors, écoutez, grâce au genre d'études, je vais savoir que j'ai changé de lunettes. Voilà. Mais oui, c'est... Pour extraire les algorithmes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est Timnit Gebru, qui était une ingénieure de chez Google, qui a alerté sur certaines limitations des algorithmes de Google. Elle a voulu, en gros, tirer la sonnette d'alarme et publier un papier scientifique qui en parlait. Et donc, Google a tout de suite, on va dire, étouffé ça. Et très rapidement, elle s'est fait licencier. Et ça a été quand même assez violent et pas mal suivi dans la communauté. Parce qu'en fait, c'était complètement hypocrite. Google passe son temps à dire qu'ils essayent de faire des algorithmes paritaires, qu'ils s'intéressent à ces questions-là. Et en fait, dès que quelqu'un en interne tire la sonnette d'alarme, elle se fait virer. Donc, ça, c'est complètement scandaleux. Par contre, le problème, c'est que Google, aujourd'hui, a tellement de pouvoir qu'il y a très peu de choses qui peuvent atteindre leur notoriété. Et ce truc-là, qui normalement détruirait la réputation d'une entreprise, en fait, pour eux, on a un peu l'impression que ça fait l'effet d'une petite vaguelette, quoi, et qu'il n'y a pas beaucoup d'impact, et qu'en fait, ils continuent business as usual. C'est l'effet téflon, ça glisse sur eux comme sur Oui, c'est vrai, j'ai ce commentaire très intéressant me donne envie de corriger mon propos. Ce que je veux dire, c'est que les GAFAM ont été alertés. En tout cas, le monde de l'intelligence artificielle a très vite entendu des donneurs et des de donneuses d'alerte, mais ce qu'on vient de raconter là montre que on est loin finalement d'arriver à un équilibre. Et c'est là à l'équilibre recherché. Oui, tout à fait. Et c'est là où l'État, je pense, doit jouer son rôle, et nous, les citoyens, de demander en fait que ces algorithmes-là soient transparents, et on est en droit de le demander, parce qu'in fine, on va tous être affectés par ces algorithmes. Je pense que ça, on l'a pas assez dit.
Mais ces algorithmes, c'est ceux qui vont décider dans quelle université on va aller, est-ce que la banque va nous donner un crédit, est-ce qu'on va remonter dans les profils sur LinkedIn. Donc ces algorithmes, ils nous touchent et ils vont nous toucher encore plus dans le futur. Et en ce moment, ce qu'on est en train d'observer, c'est que ceux qui sont développés sont biaisés. Donc même nous, en tant que citoyens, on doit un peu se poser la question et poser la question de ces algorithmes-là et on doit surtout faire en sorte qu'on continue à alerter quoi, et à faire prendre conscience que ces algorithmes sont biaisés. Je vois un commentaire qui dit est-ce que c'est l'algorithme qui volontairement voulait écarter les femmes ou est-ce que cela vient tout simplement des données de base? Ne mélangez pas tout. On sait bien que tous les gens qui programment ou tous les gens qui font ces algorithmes ne sont pas forcément d'affreux sexistes, mais qu'ils vivent dans un environnement qui l'est lui-même. Et finalement, ces algorithmes, quand ils parlent d'un médecin contre une infirmière, etc., mais en fait, ils répondent au sexisme qui est déjà prégnant dans la société et à des bases de données qui étaient préalablement existantes. Si vous pouvez mais le commentaire est tout à fait vrai. En fait, les algorithmes n'ont pas d'intention. Hein. On n'en est pas encore au stade où les algorithmes ont une personnalité, donc ils ne sont pas sexistes. On fait clairement un raccourci quand on dit les algorithmes sont sexistes. C'est juste qu'ils apprennent. C'est comme les enfants, quoi. Hein. Si vous apprenez n'importe quoi à un enfant, il apprendra n'importe quoi. Donc l'algorithme, c'est un peu pareil. Si on lui donne un apprentissage qui est reflet de notre société, qui malgré tout reste quand même assez sexiste et raciste, l'algorithme va apprendre la même chose. Donc tout à fait, c'est plutôt les données de base, et c'est pas l'algorithme lui-même. L'algorithme n'a pas de volonté, et je pense que c'est aussi important de préciser que, comme disait Rachel, dans la majorité des cas, c'est pas intentionnel. Dans la majorité des cas, c'est vraiment ces stéréotypes, c'est des choses avec lesquelles on grandit, avec lesquelles on vit, en regardant des séries comme Big Bang Theory, en regardant Friends. C'est tout on va dire, notre bagage culturel. Donc souvent, c'est très rare de rencontrer des gens qui sont ouvertement sexistes et qui, voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La majeure partie du temps, c'est très inconscient. Donc en fait, ce qui est juste important, c'est de faire réaliser à chacun, et moi la première, hein, je suis pleine de biais, c'est de réaliser qu'ils sont là et que potentiellement ils nous font prendre les mauvaises décisions. Ils nous font prendre les décisions qui ne sont pas forcément les plus justes. Et à partir du moment où on a compris ça, on est capable d'avancer, quoi. Alors, je balaye un peu rapidement les commentaires. Il y a des gens qui disaient à quand la parité chez les éboueurs, dans les métiers du BTP. Bon, on est là pour parler de science, et qui disent que dans cette discussion, en fait, on importe une idéologie américaine et que c'est très triste. Un commentaire. Une idéologie américaine, dans quelle idée, pardon? Je suis pas sûre d'avoir vu dans le fait de défendre davantage de place pour les femmes en sciences, voire d'exercer une discrimination plus positive. Non, je pense pas vraiment que ça soit un héritage américain. Enfin, la France, on a quand même une bonne culture de l'égalité, hein. Donc, je pense que c'est plutôt très, très français d'essayer de se battre pour avoir une égale représentation. Je pense que ce qui est important et qui est peut-être pas assez bien précisé dans ce chat, c'est que, en fait, on a tous l'impression qu'on est capable de prendre des décisions de façon très objective. Et encore une fois, c'est pas vrai. Les décisions qu'on prend, les filières qu'on décide de choisir, c'est pas complètement objectif. Et nous, ce qu'on essaye de faire, et on essaye de le faire le plus diplomatiquement possible, c'est plus de faire prendre conscience aux gens que il y a peut-être des décisions qu'ils n'osent pas prendre. Et c'est vrai pour des femmes, c'est vrai pour des sous-représentations en général, qu'on se met beaucoup de barrières. C'est pas, on pense pas vraiment que les femmes soient pas faites pour les sciences. On pense pas vraiment que ce soit une idéologie américaine. On pense surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui se privent de faire des choix, d'oser, de faire des choses à cause des stéréotypes. Et nous, c'est plutôt ça qu'on essaye de mettre en avant aussi quand on travaille sur les problématiques d'égalité femmes-hommes. Et je voulais là-dessus revenir sur l'étude qui a été faite par l'Université Dauphine, qui a été faite par des économistes, donc comme Elias Chouini, Thomas Breda et aussi Clotilde Knapp. Et ce qu'il montre très bien, c'est la prégnance de stéréotypes très très forts dans nos sociétés, qui font que même les filles qui sont les plus douées en sciences s'orientent vers les carrières littéraires parce que leur entourage les a convaincus,
que finalement, c'est là qu'elles avaient davantage leur place. Et de ce fait, on se prive d'autant de cerveau. Alors, je vois là, par exemple, aussi 366 portraits qui écrit « La richesse de la science, c'est la diversité des points de vue, la diversité des cultures, des formations et des expertises. Peu de femmes en sciences, c'est se priver de diversité. » Oui, tout à fait. Oui, ça rejoint ce que je disais au début, quoi. Quand vous avez un problème, à résoudre, la meilleure façon de le résoudre, c'est de mettre des gens qui pensent différemment dans la même salle et qui sont capables de voir un problème sous tous ses angles et pour être capable d'y apporter la meilleure réponse possible. Mais par exemple, je pense aussi au fait que quand on fait de la science, en tout cas, par exemple, dans le domaine du médical ou de la santé, on a tendance à se poser des questions sur soi-même. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de médicaments qui sont retirés du marché parce qu'ils posent plus d'effets secondaires aux femmes qu'aux hommes. Et ce qui peut paraître étonnant, scandaleux, comment ça se fait. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la science, elle est pas juste sexiste en termes d'opportunités professionnelles, elle est aussi sexiste dans les savoirs qu'elle produit. Et ça pénalise les femmes à un niveau qui est complètement différent, on va dire, de l'égalité professionnelle, mais c'est justement des médicaments qui posent plus d'effets secondaires pour les femmes parce qu'ils ont été plutôt testés sur des souris mâles et pas sur des souris femelles. Ça peut être aujourd'hui, quand on regarde dans le milieu de l'industrie, si vous regardez les mannequins de crash test aujourd'hui, les mannequins de crash test, ils ont une morphologie d'homme standard d'1m70 et de 70 kg. Et et Rachel et moi, et je pense beaucoup de gens qui sont en train d'écouter ce stream, n'ont pas cette morphologie-là. Et donc, on se rend compte que la science, elle a été créée avec un regard d'homme et plutôt, en fait, inintentionnellement, ça a fini par être une science créée par des hommes, mais aussi pour des hommes. Si les hommes avaient créé, entre guillemets, une science par des hommes, mais pour tout le monde, ce serait génial. Mais instinctivement, c'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que souvent, on pense à ses propres usages, on pense à ses propres repères, et donc on se rend compte que la science, elle a fini par produire des savoirs qui n'étaient pas égalitaires. Et typiquement, je pense à un cas qui est quand même assez frappant, c'est le cas de diagnostic de crise cardiaque. On sait aujourd'hui que les crises cardiaques chez les femmes, elles ont tendance à être sous-diagnostiquées, parce que pendant des années, les études étaient faites sur des hommes, donc on est très bon pour détecter des crises cardiaques chez les hommes, mais en gros, il y avait quasiment 20% des crises cardiaques des femmes qui étaient sous-diagnostiquées parce qu'on n'avait jamais vraiment pensé à regarder si c'était différent chez elles. Donc, évidemment, il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes, mais il faut poser la question, en fait. Il faut aller la chercher parce que c'est comme ça qu'on va créer des nouveaux savoirs. Ça me fait penser à cette biologiste qui s'appelle Rita Montalcini et qui a imposé en fait des recherches sur l'avortement ou la contraception masculine, qui s'étonnait que ses collègues masculins ne se posent pas du tout la question dans ces termes. Je pense aussi à Sarah Blafardi, qui est une évolutionniste. Quand elle est arrivée sur le terrain pour étudier les singes dans les années 80, il y avait des hommes très empreints des théories darwiniennes et avec une perception victorienne des comportements des singes, qui voulaient que les femelles soient pudiques, les mâles volages et ardents. Et quand elle a commencé à travailler, elle s'est rendue compte que les guenons étaient tout aussi volages et infidèles que leurs partenaires masculins. Elle y a même trouvé une explication évolutionniste. Pour les femelles, il s'agissait de brouiller les pistes des paternités pour éviter les infanticides par les mâles quand ils prenaient le pouvoir. Voilà des exemples concrets qui montrent qu'un regard féminin peut aussi changer la donne et la production de la science. La façon de se poser des questions, tout simplement. Il y avait aussi c'est une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui s'intéresse justement à tout ce domaine-là de comment est-ce qu'on essaye de renouveler les savoirs et la façon avec laquelle on fait de la science sous un angle qui prend en compte la variable du sexe et du genre. Et donc, ce papier-là s'intéressait au domaine du médical et a analysé 1,5 million de papiers. Et donc, le but de l'étude, c'était de savoir justement, est-ce qu'il y a un lien entre le taux de féminisation dans les équipes de recherche et la probabilité que la recherche même dans le domaine de la santé prenne en compte cette dimension du sexe et du genre, ou au moins se pose la question de savoir si ça amène une différence. Et en fait, ce que l'étude montre, c'est que clairement, plus il y a de femmes dans l'équipe,
plus il y a de chances pour que l'étude même prenne en compte ou au moins se pose la question de l'impact du sexe et du genre sur le produit de la recherche. Donc il y a un vrai effet du taux de féminisation sur le type de recherche de produit qui va être produit. Alors, il y a c'est Rocky Racer qui dit: j'ai lu une étude là-dessus. Les recherches pour certains médicaments sont faites plus souvent sur des hommes, donc plus efficaces sur les hommes. Et l'étude montrait aussi que les hommes se rendaient beaucoup plus disponibles pour les études et les tests que les femmes. Ça, c'est hyper pas un débiais. Bah ouais, c'est hyper intéressant. D'une part, donc ça, c'est certain, les études se font plus souvent sur des hommes que sur des femmes, et donc c'est pour ça que les médicaments sont plus efficaces, ça c'est un fait. Moi, la question qui m'interpelle plutôt, c'est pourquoi est-ce que les hommes sont capables de se rendre plus disponibles que les femmes? Et moi, le premier truc auquel je pense, c'est la charge mentale et qui est-ce qui a le plus de temps libre, et je serais prête il faudrait tester, faudrait analyser les données, mais je ne serais pas étonnée que les femmes qui déjà supportent beaucoup plus de tâches ménagères à la maison, peut-être qu'elles ont moins de temps pour se dédier à ces études-là, on n'en sait rien, mais oui, c'est tout à fait possible. Mais justement, il faudrait encourager, je pense qu'il y a plein de moyens pour encourager qu'il y ait plus de femmes qui fassent des études, de les cibler en particulier, et donc ça, ce serait super, ouais, de motiver pour que... Ouais. Un autre biais, je crois, c'était que finalement, on utilise dans beaucoup d'études de médecine des rats et des souris mâles et pas des rats et des souris femelles, parce que c'est un véritable embarras à cause de leur cycle. Alors que pourtant, dans la vie, finalement, les femmes ont des cycles, elles aussi. Et donc, en fait, les tests ne sont menés que sur des cobayes masculins. Bah oui, c'est la vie, quoi. Oui, effectivement, les cobayes femelles, dans ce cas-là, ont plus de cycles hormonaux, mais c'est pareil pour les femmes. Donc oui, ce serait important de rééquilibrer ça. Et heureusement, c'est en train de changer, ça aussi. Les gens ont compris qu'il fallait diversifier les cobayes. Par exemple, il y a aussi d'autres études hyper intéressantes qui montrent que le sexe de l'expérimentateur, le sexe du scientifique, va avoir un impact sur le résultat de la recherche. Et que les souris, en fait, ne répondent pas de la même façon si elles sont manipulées par un scientifique mâle ou une scientifique femelle, quoi, ou une femme ou un homme. Là, dans ce cas-là, c'était des études qui parlaient de la douleur, qui faisaient des tests sur la douleur, et qui montraient que quand les souris étaient manipulées par des hommes, elles avaient tendance à moins montrer la douleur que quand elles étaient manipulées par des femmes. Et donc, en fait, ça biaise les résultats, quoi. Et c'est des données auxquelles on n'a pas accès. À l'heure actuelle, on n'est pas capable de savoir si les scientifiques qui ont fait les manipulations étaient des hommes ou des femmes, et comment est-ce que ça peut impacter la science elle-même. Donc, en fait, ce qu'on essaie de montrer avec tout ça, c'est que la science, qu'on pense toujours objective et sans biais, en fait, elle est comme tous les autres domaines, elle est biaisée, mais on a surtout un moyen de l'analyser et de le tester. Alors, parmi tout un tas de commentaires, je vois où est la parité dans ce débat. Alors, je voudrais dire à Caporal San que précédemment à ce dialogue sur Twitch, nous avons enregistré un long dialogue entre Aude Bernheim, donc, qui est une généticienne, qui est la co-auteure de Flora Vincent pour l'intelligence artificielle Bas-Sienzal, qui est un livre qui date de 2019. Je le rappelle à celui qui a écrit à un moment que Flora voulait juste vendre son livre. Non, c'est un livre qui date de 2019, mais qui reste toujours d'actualité, où on a croisé les regards d'Aude Bernheim et d'Eliès Jouini, donc qui est un économiste, mathématicien, et qui est titulaire de la chaire Femmes et Sciences à Paris-Dauphine et à l'UNESCO. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de ce dialogue sur le site de Sciences et Avenir le 8 mars, lundi. Un tout petit peu de patience encore. Voilà. Alors, je veux revenir là-dessus. Quelles sont les études qui montrent que la mixité dans les équipes pourrait être positive, et pourquoi? Je pense qu'il faut le reposer et le recreuser là. Vu les commentaires, je vais passer.
Donc l'étude en question à laquelle je fais référence, c'est un papier qui a été publié en 2017, dont le premier auteur, son nom de famille, c'est Nielsen, si vous voulez aller voir, c'est dans un journal qui s'appelle Nature Human Behavior. Je vois beaucoup de commentaires sur le fait qu'on n'a pas de source. Je pense que ce serait très pénible si je passais mon temps à citer les noms des papiers et les dates, mais je serais ravie de partager toutes les sources avec vous si ça vous intéresse, mais tout ce que je dis est plus ou moins soutenu par des études quand même. Et donc ça, cette étude en question, c'était vraiment la première qui montrait le lien entre la mixité dans les équipes de recherche et le type de savoir qui vont être produits. Quel type de sciences et quel type de questions est-ce qu'ils vont se poser. Et donc là, en l'occurrence, la question, c'était vraiment, est-ce que les études médicales prennent en compte la variable du sexe et du genre dans le... D'où venait cette étude? On me dit une étude américaine, c'est certain. Oui, c'était une étude américaine, tout à fait, ouais. D'accord. Ouais. Comme si ça suffisait à la disqualifier, excusez-moi, livre reste, mais bon, voilà, on peut continuer. Ouais, donc l'idée, c'était vraiment parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est quand même important de prendre en compte le sexe et le genre dans la recherche, parce que ça permet de produire des savoirs qui sont meilleurs, et c'est quand même ça le but à la fin de toute cette conversation, c'est de se dire, on a envie de produire de la science qui est de meilleure qualité. Et dans le domaine du médical, cette meilleure qualité, elle passe par le fait de prendre en compte la dimension du sexe et du genre dans la recherche, et il s'avère qu'en fait, la probabilité qu'on prenne ça en compte, elle augmente avec la mixité dans les équipes. Et donc, c'était vraiment la première étude à montrer comme ça ce lien, parce qu'on avait du mal à le prouver, mais eux, ils montrent vraiment que plus il y a de femmes dans les équipes de recherche, plus on va prendre en compte la variable du sexe et du genre dans les recherches médicales, et mieux sera la science qui sera produite derrière, et qui au final sera au service de tous et de toutes. Est-ce qu'on pourrait repréciser justement, pour ceux qui nous suivent, ce que c'est que le genre par rapport au sexe? Je pense que je vais déjà aussi commencer par expliquer ce que c'est que le sexe, parce que c'est quand même un peu plus simple. Le sexe, c'est vraiment l'ensemble, on va dire, des caractéristiques biologiques et physiologiques qui vont différencier les individus mâles des individus femelles. Donc, on peut parler de sexe biologique mâle et femelle pour des souris, pour des chimpanzés, pour des humains, etc. Le genre, ça va plutôt être tous les rôles qui sont un peu déterminés socialement, donc les comportements, les activités, les attributs qu'une société va considérer comme plutôt masculines ou plutôt féminines. Donc, on est plutôt de l'ordre de ce qui est culturel et ce qui est construit socialement quand on parle du genre. Alors, quand on parle de sexe, de mâle et femelle, on est vraiment en train de parler de quelque chose qui est biologique, parce que on sait qu'il y a des différences biologiques entre les mâles et les femelles. On ne le nie pas, on le voit, on l'étudie d'ailleurs. Au contraire, c'est une force, et le prendre en compte, c'est une force. On sait aussi qu'il y a évidemment des différences entre le genre et le sexe, et donc les deux se répondent pas forcément. On peut avoir des individus qui sont de sexe mâle, mais qui se sentent plutôt féminins, et donc là, on rentre dans tout le spectre qui sort un peu de ce que nous est notre cœur de travail, on va dire. Là, donc en fait, la question, elle va bien au-delà du problème de l'égalité. Oui, en fait, là, souvent, les gens, et c'est ça et d'ailleurs, je le vois un peu dans le chat, et ça me... Mais oui. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir discuter individuellement avec personne dans le chat. Je vois, on fait la science, on est biaisé, etc. En fait, c'est vraiment dommage, parce que, enfin, dommage non, mais aujourd'hui, de toute façon, dès qu'on parle de ces sujets-là, ça dérape très rapidement. Parce que tout le monde est un peu obsédé depuis MeToo et depuis tous les débats qu'on a pu avoir en France. C'est très compliqué d'avoir un débat, on va dire, apaisé, surtout dès qu'on parle d'égalité des chances, parce que les gens vont tout de suite nous dire, comme je le vois là vachement dans le chat, en fait, c'est juste parce que les femmes n'ont pas envie, etc. Et en fait, pour nous, ce qui est intéressant quand on parle de vraiment la science, du savoir scientifique, c'est qu'on sort de ce débat-là. On n'est pas en train de parler des stéréotypes, on n'est pas en train de parler de comment les stéréotypes culturels se construisent. On est vraiment en train de parler du savoir scientifique. Parce que Aude Bernheim et moi, on est toutes les deux doctorantes en biologie, donc on sait très bien de quoi on parle quand on parle de science. Et donc nous, ce qui nous intéresse plus que tout, c'est vraiment la qualité du savoir. Parce que le but de la science, c'est quand même d'être au service de toutes les personnes qui vont en bénéficier. Et donc, le but de la science, ça reste quand même de rendre le monde meilleur. Et pour le faire, on est obligé de produire une science de bonne qualité. Et donc, pour nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est de dire, en fait, ça va bien au-delà qu'une question d'égalité des femmes dans les postes scientifiques. Ça en est au point de comment la science elle-même doit changer pour devenir une science de meilleure qualité.
Alors là, je vois passer un commentaire en disant dommage, on finit sur la théorie du genre. J'aimerais rappeler ici que la théorie du genre, c'est pas scientifique. Le genre est étudié en sciences. La théorie du genre, c'est une invention politique. Donc, si on pouvait ne pas polluer le débat avec juste cette confusion. Donc, on étudie effectivement les sexes des personnes et on étudie la façon dont les sexes sont socialement construits, les attentes de la société. Il y en a envers les hommes, il y en a envers les femmes. Ce sont ça les études de genre, et ça étudie également les rapports de pouvoir entre les sexes dans les différentes sociétés. Ça n'a rien à voir avec une théorie qui viserait d'ailleurs à déconstruire les personnalités ou les sexes, voire même les sexualités de chacun. Je ferme cette parenthèse parce que j'ai vu passer... Non, voilà, j'en ai vu beaucoup. Par exemple, là, j'en ai vu beaucoup passer de ah là là, encore des femmes qui sont en train de chouiner. Et c'est rigolo parce que je me dis, j'aimerais bien qu'on soit face à face pour pouvoir discuter de tout ça. Je ne sais plus qui a écrit ça. J'ai pas l'impression de chouiner, mais j'ai plutôt l'impression d'être dans une démarche où j'essaie de comprendre dans quelle société on vit. J'essaie de comprendre comment les gens prennent des décisions. J'essaie de comprendre comment on évalue les autres et soi-même. Et donc, l'idée, c'est vraiment plutôt d'essayer d'alerter et de faire prendre conscience qu'on a tous des stéréotypes. Et je pense que ça, il faut vraiment essayer d'en prendre conscience parce qu'au final, c'est ça qui va nous permettre de prendre des décisions plus justes et plus inclusives à l'avenir. Alors, j'ai vu passer plusieurs tweets qui disaient bon très bien, des constats, mais quelle solution? Ouais. Alors, les solutions, elles sont à plusieurs niveaux. En tout cas, par exemple, dans le cadre de l'ouvrage qu'on a écrit avec Aude Bernheim, on parle de l'intelligence artificielle. On parle déjà, on aborde pas mal les solutions techniques. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les algorithmes et le développement des algorithmes soient plutôt, on va dire, plus égalitaires. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure des bases de données qui sont remplies à 90% d'images d'hommes blancs. En fait, il faudrait que les bases de données qui entraînent les algorithmes soient fournies avec des images qui représentent vraiment la diversité des gens à qui l'algorithme va se traiter. Donc, par exemple, on peut réparer les bases de données. On peut aussi diversifier les équipes qui composent les gens qui vont coder pour, par exemple, encourager la diversité au moment où on essaie de définir les suites d'opérations qu'un algorithme va faire. Si vous avez plus de gens qui ont des profils différents, vous avez plus de chances de créer un algorithme qui va être paritaire. On pense aussi, donc ça va être au niveau technique, et pareil, sur toute la conversation qu'on a eue sur la science elle-même, il y a un tas de façons de former les scientifiques afin qu'ils prennent mieux la dimension du sexe et du genre dans leurs recherches. Après, il y a tout un autre volet qui est comment est-ce qu'on encourage plus de diversité dans les sciences, et en particulier de diversité des femmes. Et ça, souvent, on a un peu l'impression que ça va être un coup de baguette magique qui va tout résoudre. Et bon, évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ça va vraiment être une suite de mesures qui commencent dès le plus jeune âge, à l'école, et ensuite au secondaire, et au lycée, et à l'université, qui vont vraiment permettre d'encourager la place des femmes dans les sciences. Donc, c'est par exemple les apprendre à coder dès le plus jeune âge pour se rendre compte qu'elles sont tout à fait capables de s'engager dans des filières, on va dire, des sciences de l'informatique. Ça va être rendre les femmes actuelles plus visibles. Il y a énormément de femmes scientifiques aujourd'hui déjà qui sont hyper talentueuses. Il n'y en a pas assez, on pourrait en avoir plus pour améliorer encore plus la science. Donc, il faut les rendre visibles. Il faut les rendre visibles par des prix, il faut en parler. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un Big Bang Theory, on va dire, au féminin pour permettre aussi aux petites filles de se projeter? Vous êtes fan de cette série? Non, pas du tout, tout. J'ai bien aimé, mais en fait, c'est une série qui est bourrée de stéréotypes, et je pense que ce qui empêche beaucoup de jeunes, et en particulier de jeunes filles, de se projeter dans ces filières-là, c'est vraiment de pas avoir de rôle modèle, quoi. Donc, l'idée aussi de plus mettre en valeur les femmes qui sont déjà dans ces situations-là, ça permet aux plus jeunes de se projeter. Donc, c'est vraiment tout un tas de mécanismes. Ça va être, par exemple, on se rend compte qu'à l'école, les profs ont tendance à plus solliciter les garçons pour aller, pour des exercices de maths, pour aller au tableau, que pour les jeunes filles. Donc, pourquoi pas faire prendre conscience aux profs que potentiellement, ils devraient faire plus attention et solliciter aussi les filles pour pas leur donner l'impression qu'elles sont pas capables de le faire. Donc, c'est vraiment tout au long de la carrière. Par exemple, l'école 42 a mis en place des mesures extraordinaires pour augmenter la proportion de femmes qui font la piscine. Donc, l'école 42, c'est une des plus grandes écoles de code en France.
Et chaque année, ils ont ce qu'ils appellent la piscine, qui sont 3 semaines pendant lesquelles les nouvelles recrues, on va dire, vont s'entraîner avant d'être acceptées dans l'école. Et donc, Sophie Vigier, qui est la présidente de 42, a réussi à faire augmenter le nombre de femmes qui sont rentrées dans la piscine, tout simplement en abaissant la barrière d'âge à l'entrée. Parce qu'il y avait une barrière d'âge qui était limitée à 30 ans et elle s'est rendue compte qu'en fait, juste en augmentant la limite d'âge, en disant, en fait, n'importe qui peut postuler à 42 jusqu'à l'âge de 40 ans, je crois que je ne sais plus quel est le chiffre exact, elle s'est rendue compte que à cause de peut-être la maternité et des différents choix de carrière, les femmes avaient tendance à postuler plus tard. Et donc, juste en relevant la barrière d'âge d'admission à l'école 42, elle a réussi à changer la donne et elle montre bien aujourd'hui que les femmes sont tout aussi compétentes que les hommes pour coder. Donc, il n'y a vraiment aucune différence. On me dit, très mauvais exemple, l'école 42. Pourquoi? Je ne sais pas, ce n'est pas argumenté. Vous disiez qu'en fait, elle avait joué sur un tas de leviers. Finalement, les gens ont raison. 42, c'est une école affreusement, affreusement non, mais il y a plein de cas, effectivement, de sexisme latent à 42. Je dis pas du tout le contraire. Par contre, depuis que Sophie Vigier est rentrée en poste à 42, il y a quand même un énorme travail qui est fait pour essayer de faire changer la balance. Donc oui, effectivement, elle a activé un tas de leviers, donc celui très concret sur l'âge, mais aussi ils ont commencé à lancer des conversations en interne pour promouvoir des clubs de conversation entre femmes pour un peu plus de solidarité. Toutes les femmes ne sont pas obligées d'y aller, évidemment, mais il y en a certaines pour qui ça les a aidées parce qu'elles ont trouvé une forme de solidarité. Aussi, tout au début de la piscine, en tout cas, ça avait été le cas il y a un an, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a une grande vidéo qui est passée devant tous les étudiants de la piscine qui parle du harcèlement sexuel et qui dit qu'en gros, à 42, c'est pas possible. Que si quelqu'un fait preuve d'un sexisme qui, en gros, finit par mettre une personne dans une situation inconfortable, en gros, ça va très mal se passer pour vous. Donc, très rapidement, elle a mis, on va dire, des règles assez fortes dès le début pour dire, 42, on va essayer d'être une école dans laquelle on ne va pas avoir ce sexisme ambiant qui pourrit en fait la présence d'un certain nombre de personnes dans les écoles. Alors, on me demande d'où sort cette info, le fait que les algorithmes soient faits à 80% par des hommes blancs. C'est plutôt les statistiques qui le montrent. Il suffit de regarder les statistiques de composition des équipes dans les grandes entreprises comme Google ou même aux États-Unis, ou même les gens qui sortent des universités. C'est assez bien renseigné. Alors évidemment, ça change en fonction des régions, ça change, etc. Mais par contre, je veux juste rebondir. J'ai vu un autre commentaire que je trouve hyper intéressant. J'ai vu, Madame Vincent, vous extrapoler un peu. Ce ne sont pas les profs qui interrogent préférentiellement les garçons. Ce sont plutôt les profs interrogent les élèves volontaires. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est totalement vrai. Les profs interrogent les élèves volontaires. Et donc, la question qu'il faut se poser derrière, c'est pourquoi est-ce que les garçons sont plus volontaires? Pourquoi les garçons sont plus volontaires à l'école? Et ça, je pense que c'est quand même aussi un effet culturel. Je pense pas que ça soit biologique, que les femmes soient moins volontaires, que les filles soient moins volontaires que les garçons. C'est plus qu'on les éduque à moins prendre de risques. On les éduque à moins se mettre en avant. On les éduque à être plus sages, on va dire. Et donc, au final, quand il s'agit de prendre la parole et de se mettre en avant, les garçons vont avoir tendance à le faire peut-être plus naturellement. Et donc, c'est un peu plus à l'aise à l'oral, alors. Plus à l'aise à l'oral. Plus à l'aise à l'oral, oui. D'ailleurs, il y a une grande école récemment qui a changé en fait ses conditions d'entrée en diminuant les concours. Voilà, c'est à l'ENA, c'est ça. Oui, tout à fait. Elle a modifié les épreuves à l'oral pour permettre plus. Donc ça, c'est une femme qui s'appelle Nathalie Loiseau, qui à l'époque était directrice de l'ENA, qui est en gros une grande école d'administration en France. Et donc, elle s'est dit, non, mais c'est pas possible, on n'a pas du tout assez de femmes qui rentrent à l'ENA. Et derrière, il faut savoir que les gens qui font l'ENA, souvent, ils font de la politique. Donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de changer la façon avec laquelle le recrutement était fait pour permettre à plus de femmes d'entrer. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris plusieurs mesures. D'abord, elle a sensibilisé son jury aux problématiques de biais. Elle a montré à son jury que, en fait, on n'est pas neutre quand on prend des décisions. Donc, quand vous évaluez des candidats, vous n'évaluez pas de la même façon les hommes et les femmes. Et ensuite,
ce qu'elle a fait, par exemple, c'est qu'elle elle a modifié certaines épreuves à l'oral où elle s'était rendue compte qu'il y a toujours une étape où il y a des questions-réponses entre le jury et les candidats. Et elle s'était rendue compte que les femmes avaient tendance à apporter des réponses très courtes et concises. Et donc, en l'espace de 15 minutes, il y avait plus de place pour des questions, alors que les candidats hommes avaient tendance à apporter des réponses plutôt longues, très détaillées. Donc, il y avait moins de questions dans le temps imparti, parce que c'était 15 minutes de questions pour tous les candidats, sauf que les femmes se retrouvaient à avoir 20 questions, alors que les hommes n'en avaient que 10. Et forcément, quand il y a 2 fois plus de questions, il y a 2 fois plus de chances de se planter. Et donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, à partir de maintenant, dans les 15 minutes, c'est 10 questions et c'est tout. Il n'y aura pas plus de questions. Donc, elle a normalisé, entre guillemets, le temps de réponse en disant, je veux qu'il y ait autant de questions pour les hommes et les femmes, parce que si les femmes ont plus de questions, forcément, il y a plus de chances de faire des erreurs, quoi. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc, elle a fait ça, ou par exemple, elle a aussi montré qu'il y a apparemment une étape dans le concours de l'ENA où les gens sont censés aboutir à une décision et partager leur décision avec le jury. Et que les femmes avaient tendance à faire ce processus-là dans leur tête, à réfléchir dans leur tête sans vraiment verbaliser pourquoi est-ce qu'elles en arrivent à prendre cette décision, alors que les hommes avaient tendance à verbaliser, justement, d'être plus à l'aise à l'oral, donc ils en parlaient, ils explicitaient, j'ai pensé à ça, du coup je suis partie dans cette direction-là, etc. Et donc, à partir de ça, elle s'est rendue compte que, du coup, pour le jury, c'était un peu compliqué de pouvoir évaluer les 2 processus de réflexion de façon paritaire. Et donc, elle a dit, OK, à partir de maintenant, tous les candidats doivent verbaliser leur réflexion. Ils doivent parler de ce qu'ils sont en train de faire pour qu'on comprenne, pour que le jury comprenne exactement comment les 2 candidats sont arrivés au même résultat. Et comme ça, elle a réussi à passer, je crois, de 12 à 30% de femmes admises à l'ENA en une année. Donc, ça montre bien qu'il suffit en fait de penser différemment, de penser le recrutement différemment pour se rendre compte qu'en fait il y a des recrutements. Il s'agit de poser différemment les questions et non pas de baisser le niveau du recrutement, comme je l'ai vu passer dans un commentaire. C'est de poser des questions différemment. J'ai vu passer aussi à un moment, c'était il y a très très longtemps, mais je le prends très au sérieux, un commentaire qui disait mais en fait on a besoin de modèles de femmes scientifiques et ça passe aussi par leur représentation dans les médias. On en est conscient. C'est aussi pour ça qu'on ouvre les pages de nos magazines Sciences et Avenir, la recherche de nos sites à un nombre croissant de chercheuses. On n'est pas exemplaire, on n'est pas paritaire, mais on essaye. Et si je peux faire aussi un témoignage, c'est que parfois, il faut 2 fois plus de temps pour convaincre une femme de s'exprimer dans le journal. Elle va trouver éventuellement son collègue masculin du bureau d'à côté ou son co-signataire plus légitime qu'elle. Et il faut la convaincre alors qu'un homme n'a pas de difficulté à avoir envie de s'exprimer. Et ça, on peut considérer aussi que c'est un biais culturel. Oui, tout à fait, ouais. Je pense qu'il n'y a aucune raison de penser que notre co-auteur ou quoi est plus ou moins légitime, donc il faut prendre le risque. Et il y a souvent une étude assez intéressante. Moi, c'était un exercice que je faisais beaucoup quand j'allais intervenir dans des collèges et dans des lycées. Et d'ailleurs, j'invite tous les gens qui sont en train de regarder ce stream à se poser la question. Imaginez que vous ayez votre poste de rêve. Vous avez un poste de rêve, vraiment le poste que vous avez vraiment envie d'avoir et que il faut 10 critères. Il y a marqué dans la fiche de poste, voilà les 10 critères qu'il vous faut pour postuler à cette offre. Et donc, la question qu'on pose aux gens, c'est, si vous avez les 10 critères, a priori, vous postulez. Si vous avez 9 critères, est-ce que vous postulez? Et donc, la question, c'est quoi le nombre minimum de critères que vous acceptez d'avoir avant de postuler? Si vous avez que 2 critères, est-ce que vous postulez vraiment alors que c'est votre poste de rêve? Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en moyenne, les garçons se disent que jusqu'à 3 ou 4 critères, ils sont OK pour postuler. Alors que les femmes, à partir du moment où elles auraient moins de 6 à 7 critères, elles ne postulent pas. Ce qui montre qu'on va avoir on va avoir peut-être des hommes qui remplissent que 3 des critères qui vont postuler, alors qu'il y a des femmes qui en remplissent 7 qui ne postulent pas. Donc, on se rend compte que les gens qui sont les plus compétents ne sont pas forcément ceux qui postulent, ce sont juste ceux qui osent. Et donc, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé plusieurs fois et moi-même, je me suis fait avoir avec ça au début. Et du coup, je pense que la bonne solution, c'est si c'est votre poste de rêve, mais vous avez 0 critère, il faut y aller et vous apprendrez sur le tas, quoi.
Bon, la discrimination positive reste une discrimination. C'est la troisième fois que cette personne reposte ce... On apprend. Moi, je prends. Mais oui, est-ce que la discrimination positive est une discrimination? Bah oui, d'une certaine façon, mais je pense que le monde dans lequel on est aujourd'hui est discriminant aussi. Là, le monde actuel dans lequel on vit, il est discriminant. Donc, en fait, l'idée de la discrimination positive, c'est juste de corriger ça pour le faire revenir là où il devrait être. Parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, notamment dans le monde de la science, c'est majoritairement fait par des hommes et un peu pour des hommes. Donc le monde dans lequel on est discriminant. On se rend compte que on n'évalue pas, quand on a un CV féminin, un CV masculin qui sont totalement identiques, on les évalue pas de la même façon. Donc ça, c'est quand même discriminant. Et donc l'idée de la discrimination positive, c'est aussi de corriger ça, c'est de rendre la société plus égalitaire. Plus égalitaire, pour une meilleure science, je réponds à un des messages, une meilleure science au sens où, en intégrant des gens plus divers, elle questionnera différemment le monde, chacun avec ses sensibilités, ses idées. Les questions filent à une vitesse, c'est terrible. Ah, il y en a une. On dit... est-ce que le problème, ce n'est pas le problème c'est pas les gens qui embauchent, mais les femmes qui se créent un blocage en pensant qu'elles ne pourraient pas y arriver? Donc, est-ce que c'est parce qu'elle s'autocensurent, quoi? Voilà. Oui, donc c'était vraiment l'exemple de justement combien de critères est-ce qu'il faut? Est-ce que le vrai problème, c'est pas les gens qui embauchent, mais les femmes qui se créent un blocage? Tout à fait. Donc, oui, il y a vraiment ce côté que les femmes vont pas forcément oser autant que les hommes, alors que parfois elles sont plus compétentes. Et je pense que ça, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris qu'on n'avait pas osé, mais que notre collègue masculin, qui est peut-être moins compétent que nous, y est allé parce que culturellement, dans l'éducation, ils sont un peu plus encouragés à aller dans cette direction-là. En fait, on se dit, mais c'est moi qui aurais dû avoir ce poste. Et à partir du moment où on se rend compte de ça, on lève un peu son autocensure. Et par exemple, à titre très personnel, je pense que j'ai connu pas mal d'autocensure aussi. Mais je m'en suis rendu compte assez rapidement et maintenant je l'identifie, je sais reconnaître ce sentiment-là, je sais quand des fois il y a un poste qui passe, je me dis ah mais non, je peux pas le faire, je suis pas encore assez mûr dans mon projet, etc. Je me dis ah tiens, ça c'est probablement de l'autocensure parce que j'ai des collègues qui sont au même niveau qui vont peut-être postuler et donc c'est à ce moment-là où je me dis bon tu sais quoi, vas-y quoi, c'est pas grave, tu penses que t'es pas légitime, mais en fait il faut laisser les gens décider pour soi, faut laisser les jurys décider quoi, et donc il faut y aller. Mais là, je dis, au final, c'est un problème d'éducation à la base. Oui, complètement d'accord avec ça. Ça commence très tôt. Ça commence très, très tôt. Mais l'école peut aussi être là pour compenser ça aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes noyaux familial. Il y a le contexte familial qui joue énormément. Et l'école, c'est aussi l'égalité des chances. Donc, il faut que l'école soit garant de ça. Donc encore un message qui dit il ne faut pas juger les gens sur leurs compétences mais sur leur sexe. Et si un groupe scientifique composé de femmes fait des découvertes exceptionnelles, il faut engager des hommes avec de moins bonnes compétences pour équilibrer. On est bien d'accord que ce n'était pas le sujet. L'idée, c'est d'encourager les femmes qui ont de réelles dispositions scientifiques à entrer dans des filières vers lesquelles, pour lesquelles elles s'autocensurent. Oui, tout à fait. Et je pense aussi que c'est important de rappeler que c'est pas parce qu'il y a des femmes quelque part que d'un coup plus rien n'est sexiste. C'est vraiment important. Et c'est pas le message. On ne pense pas que il faut sensibiliser aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les femmes dragons. On se rend compte que il y a certaines femmes qui vont être encore plus sexistes que des hommes parce que leur vécu personnel, etc. Donc en fait, le plus important, c'est évidemment d'augmenter la présence des femmes, mais aussi surtout de sensibiliser tout le monde parce qu'on est tous soumis à ces biais-là. Donc oui, le but, c'est évidemment pas de juger les gens sur leur sexe, avant tout sur leurs compétences, mais de se rendre compte que on voit pas forcément tout le panel des gens compétents parce que y a une partie qui vient de notre regard, qui est un peu aveugle parfois, et qu'il y a une bonne partie des femmes qui sont ultra compétentes qui n'osent pas postuler parce que elles n'osent pas y aller. De la même façon, certains garçons qui seraient extrêmement doués en matière littéraire
se sentiront poussés en fait vers des études scientifiques, alors que c'est pas forcément là qu'ils y brilleraient le plus. En fait, il y a un double effet. Là, je vois de Miroslav, donc le sujet, c'est pas l'égalité des sexes au sein de la science, c'est d'encourager les bons scientifiques à se lancer. Et je pense que c'est très bien résumé, quoi. C'est assez bien résumé que oui, c'est vraiment encourager les gens bons à se lancer. Et ça, je trouve que c'est bien résumé. Ah, alors il faut qu'on pense un peu plus à nous approprier les codes de Twitch, dit Tango Nonem. Merci, là c'était une première pour moi. Donc, le genre ne serait-il pas plus important que le sexe au final? Avoir une personne sensible aux préoccupations de la gente féminine, peu importe son sexe, serait peut-être plus bénéfique, nous demande OXMZ. Je pense que les deux. Alors, j'ai pas vu toute la question depuis le début, donc je suis pas complètement. Mais oui, enfin, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que le but, en fait, bon, c'est important qu'il y ait des femmes et des hommes, etc. Mais l'important, c'est surtout que tout le monde soit sensibilisé. Voilà. Donc là, j'ai perdu la journaliste. Alors, pas mon expérience, je viens d'arriver sur le live, donc j'ai aucune idée de ce que vous avez dit. Pour moi, le problème n'est pas forcément. Ok, bah écoutez, je crois que le live est fini. Ah non, mais c'est bon. Bonjour. Du coup, on t'entend pas. T'es en mute. On t'entend toujours pas. Il y a un truc un peu bizarre. Beaucoup d'études montrent. On t'entend toujours pas. On a perdu, ouais, les aléas du direct, exactement. On a perdu notre journaliste. On t'entend toujours pas. On n'entend rien. D'accord. Alors, t'es de retour. Je fais un message que va lire Valentin. Alors, là, on vous entend, Rachel, hein, maintenant. Ah, voilà, excusez-moi. Ouais. Oui, alors je suis désolée pour cet aléa sonore. Il est 19h. Sur ça, en fait, on a voulu nous couper le sifflet. C'était un code Twitch. Je ne sais pas. Je remercie les participantes et les participants. Merci Flora Vincent d'avoir répondu aussi longuement et aussi patiemment. Il est certain qu'on n'aura pas pu déraciner tout un tas de préjugés. Certaines questions sont revenues, qu'on avait déjà traitées au début et sont revenues régulièrement. Donc, ça mériterait encore sans doute d'être creusé. Ce que je voulais vous dire, c'est que la semaine prochaine, sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir, eh bien, on parlera de la décennie des océans avec Romain Troublé de Tara. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.